C'est l'heure du magazine du dimanche, notre entretien hebdomadaire d'un quart d'heure. Notre invité aujourd'hui est juge, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Gberibert Ouattara est avec nous en cette mi-journée pour nous parler de son institution. Bienvenue, M. Ouattara. Merci, M. Hamza. Allons-y, on va suivre cet élément avant de démarrer notre entretien. La Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est composée de 5 juges de plus de 20 ans d'expérience de haute valeur morale. Ils sont nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour une période de 4 ans non renouvelable. La Cour de justice est créée en 2001, date de prestation de serment des premiers juges à Bamako, au Mali. En tant qu'organe judiciaire de la communauté, le rôle de la Cour n'est plus seulement d'assurer l'interprétation et l'application des textes du traité d'accord. Elle possède aussi une compétence consultative en émettant des avis juridiques sur des questions à la demande de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, du Conseil des ministres, du président de la commission de la CEDEAO. S'ajoute à cela la compétence contentieuse. C'est une cour indépendante. Elle peut être saisie par les États membres de la CEDEAO ainsi que par toute personne victime de violation des droits de l'homme. La saisine de la Cour se fait par requête déposée au greffe. Sur 395 affaires traitées depuis sa création, la Cour a rendu 197 décisions, dont 13 jugements relatifs à la Côte d'Ivoire. Poussée par le désir d'intégration des communautés des 15 États qui composent l'organisation ouest-africaine, l'ambition affichée de la Cour est désormais de se rapprocher des populations de la communauté économique. Merci à vous, Gabriel Zani. Monsieur Gberibert, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, quel est l'objet de votre mission ici à Abidjan? Merci, M. Hamza Diaby. Je voudrais que vous me permettiez très rapidement d'adresser des remerciements aux autorités ivoiriennes qui ont facilité le séjour de la délégation et notre mission. L'objet de notre mission à Abidjan, c'est de faire connaître davantage la Cour de justice de la CEDEAO aux populations de Côte d'Ivoire, qui sont les utilisateurs de cette cour, puisque c'est pour eux que cette cour a été créée. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez des acteurs ici en Côte d'Ivoire à l'issue de votre mission, bien sûr? Une meilleure connaissance de la cour et probablement que la cour puisse être saisie des requêtes, puisqu'elle a des compétences pour juger des affaires, donc peut-être la violation des droits de l'homme, les traités, tout ça, les interprétations. Donc la Cour est à leur disposition. À leur disposition, d'accord. Voilà. Dites-nous pourquoi la Cour a été créée, comment elle fonctionne. M. Hamza Diaby, initialement, la Cour avait été créée rien que pour l'application du droit du traité, les litiges entre États et les litiges entre États et la Commission de la CEDEAO. Mais très rapidement, avec la révision de 2005, ils ont accordé des compétences complémentaires à la Cour en ce qui concerne les affaires concernant les violations des droits de l'homme. Mais initialement, la Cour, c'était pour l'interprétation du traité et des autres instruments internationaux qui avaient été adoptés par les États. Et les litiges entre les États ou les États, la Commission. Donc c'était une affaire interne. Et la Cour avait aussi une compétence consultative et une compétence arbitrale. Donc c'est par la suite que la violation des droits de l'homme a été ajoutée aux compétences de la Cour. Depuis 2005. Depuis 2005. Et comment elle fonctionne, la Cour? Bien, la Cour fonctionne, initialement, elle était composée de 7 juges, oui. Mais le nombre a été réduit à 5. Et elle fonctionne sous forme de panel. Parce que les juges, pour siéger, ils doivent siéger à 3. Et sinon, le jugement n'est pas valable. Et donc, pour que la Cour puisse siéger, il faut qu'elle soit saisie. Et elle est saisie par voie de requête. Et une fois que la requête est reçue, le président constitue le panel qui doit analyser cette affaire. Et donc, le procès commence. D'accord. Dites-moi, quel bilan vous faites de cette Cour-là, près de 20 ans après sa mise sur pied, 18 années exactement? La Cour a 18 ans, mais la CEDEAO elle-même, elle a 44 ans. Bien sûr. Mais le bilan de la Cour est positif parce qu'elle a été saisie jusqu'à ce jour de 395 affaires et elle a pu rendre 197 décisions.
Voilà. Près de la moitié, à peu Près près. de la moitié. Donc nous estimons que le bilan de la Cour est très positif. En réalité, les premières années, la Cour n'a pas connu véritablement une grande production parce que c'était encore timide. La première année, par exemple, vous voyez, c'est une seule requête. La Cour a été saisie d'une seule requête. C'est au fur et à mesure que le nombre de requêtes a commencé à augmenter. Mais surtout, quand on a ajouté le volet droits de l'homme, que la Cour a vu le volume de ses affaires augmenter. J'allais dire dans des proportions énormes. Donc au jour d'aujourd'hui, la Cour a 395 affaires, elle a pu rendre 197 décisions. C'est une bonne production par rapport à d'autres cours communautaires, à d'autres cours internationales comme la nôtre. Il y a d'autres, quand vous faites le bilan, on ne fait pas de comparaison avec eux, mais c'est largement en dessous de la Cour. D'accord. Et on sait que la Cour, vous venez de le dire, la Cour est composée de 5 juges désormais, contrairement à 7 au départ. Et comment ils sont choisis, ces juges? Bien, ces juges sont choisis par rotation. C'est-à-dire les 15 pays qui composent la CEDEAO se voient attribuer le poste de juge après chaque mandat de 4 ans par rotation. C'était 5 ans, mais c'est devenu 4 ans. Donc, ces juges doivent être choisis sur une liste de 3 candidats proposés par chaque État. Après, bien sûr, une sélection interne. Et ces juges vont au siège du pays qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État pour être interrogés par les 15 présidents des cours suprêmes de ces différents États. Donc c'est un grand jury. Mais lorsque vous siégez, le président de la Cour suprême de votre pays n'est pas dans le jury. Donc c'est comme ça que on finit par choisir un parmi les 3 candidats qui ont été présentés. Et c'est après cette sélection que le collège des juges est constitué. Des juges qui auront été retenus à la suite de cet interrogatoire, de ce grand jury qu'on appelle le conseil judiciaire. Voilà. D'accord. Et le bureau de la Cour, qui est l'instance de décision, est composé de... Initialement, il était composé de 3 personnes. Lorsqu'il y avait encore 7 juges, le président, le vice-président et le doyen des juges. Et ça, c'est supprimé maintenant. C'est supprimé. Maintenant, le bureau est réduit à 2 membres, le président et le vice-président, qu'on appelle le management. D'accord. Et voilà. La Cour comprend aussi 3 départements. La Cour, oui. 3 départements. Le département, quels sont-ils ces départements-là? Et puis, quel rôle ils jouent exactement? Il y a le département de la recherche, il y a le greffe, et puis il y a l'administration, la direction des ressources humaines. Donc ça, ce sont le véritable, c'est le collège des juges qui compose la Cour. 5 juges. Les autres départements sont des départements administratifs de l'administration. Mais c'est surtout la recherche qui aide le collège des juges. Dans les différents procès. Le greffe, lui, il gère les procédures. Voilà. Donc, voilà. Dites-nous, monsieur le juge, vice-président de la Cour de justice, dites-nous, quelle est la compétence de la Cour? La compétence de la Cour de justice de la CEDEAO, quelle est-elle? Alors, on peut répondre à cette question de 2 manières. De façon classique, la Cour était compétente pour les procédures concernant les États entre eux, ou bien les États avec la Commission, le personnel de la Commission contre la Commission. Ensuite, la Cour avait un rôle de compétences consultatives. C'est-à-dire que la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres ou tout autre organe pouvait la saisir pour qu'elle donne un avis consultatif sur une procédure ou bien sur l'interprétation d'un texte, le traité par exemple. La Cour avait également, en attendant la mise en place, puisque le traité avait créé aussi un tribunal arbitral, en attendant que ce tribunal-là rentre en fonction, la Cour avait aussi des compétences d'arbitrage. Voilà un peu les compétences. Mais de façon plus spécifique, outre ces procès, il faut dire que la Cour a également les compétences pour les violations, les procédures relatives aux violations des droits de l'homme. Donc, vous voyez qu'il y a 2 façons de répondre à la question. Si on prend la compétence classique, voilà ce que ça donnait. Maintenant, de façon plus spécifique, quand on rentre dans le droit, il y a aussi ces compétences. Et qui peut saisir la Cour? Alors, c'est toute personne... Physique et morale. Physique et morale. Parce que le texte ne dit pas personne physique. Donc, toute personne
Donc la jurisprudence a estimé qu'il s'agit aussi des personnes morales. Exact. Qui estiment que ces droits ont été violés peut saisir la Cour pour faire valoir ses prétentions. D'accord. Donc c'est toute personne, à la fois les personnes morales et les personnes physiques. Et puis c'est quoi les limites? Les limites à la saisine, par exemple, directe de la Cour par des personnes physiques ou morales? Bon, la Cour peut être saisie à tout moment. Notre Cour est compétente, même lorsque le procès est pendant devant d'autres juridictions. Mais la seule condition, c'est qu'il ne doit pas s'agir d'une juridiction internationale également compétente pour connaître l'affaire. Par exemple, si vous saisissez la Cour de Tanzanie, la Cour d'Arusha en Tanzanie, et que vous venez saisir la Cour de la CEDEAO, cette Cour-là va rejeter votre requête parce que la Cour de Tanzanie est également compétente pour les violations des droits de l'homme. D'accord. Et puis, c'est dire qu'une affaire déjà en instance devant un autre tribunal international ne peut pas faire l'objet d'examen. Si ce tribunal est compétent pour connaître de l'affaire. D'accord. Si vous saisissez la Cour de la CEDEAO d'une requête pour violation des droits de l'homme, alors que l'affaire est déjà pendante devant la Cour de justice et des droits de l'homme de la Tanzanie pour violation des droits de l'homme, alors la Cour de la CEDEAO va déclarer votre requête irrecevable parce que la Cour de Tanzanie est également compétente. Mais si c'est une autre juridiction qui n'est pas compétente, c'est une condition cumulative. Bien sûr. Sûr. Mais il faut préciser que la requête qui saisit la Cour ne doit pas être anonyme. Oui. Il faut que l'identité du requérant soit clairement indiquée. Bien sûr. Et puis l'affaire ne doit pas être pendante devant une autre juridiction internationale également compétente. D'accord. Voilà. Et quelle est la procédure? La procédure de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO? La procédure se déroule en deux phases. Il y a la phase écrite et puis il y a la phase orale. Une fois que le requérant a déposé sa requête, la procédure est programmée et donc on donne la date de l'audience, la date de la comparution et les parties échangent leurs écritures. Une fois qu'elles ont fini d'échanger les mémoires, les conclusions, toutes les pièces dont elles entendent se prévoir dans le procès, alors on va à l'oral. La partie orale de l'audience, c'est juste pour entendre les parties, leurs avocats ou... parce qu'il faut ajouter, il faut savoir que les parties elles-mêmes ne comparaissent pas. Ce sont les agents absolument qui en lieu et place c'est des très parties important à savoir. Les parties sont représentées devant la Cour, soit par les agents qu'elles ont désignés et qu'elles ont mandatés pour les représenter, ou bien par les avocats. Bien sûr. Qui prennent la parole à leur place. À leur place. Les arrêts de la Cour sont-ils définitifs? Les arrêts de la Cour, naturellement, parce que cette Cour n'a pas une juridiction au-dessus d'elle. Oui. Donc, elle statue en premier et dernier ressort. Il n'y a pas possibilité d'aller en appel, de pourvoi en cassation. Il n'y a pas de recours possible contre les arrêts de cette Cour-là. Donc, ces arrêts sont définitifs et exécutoires. Le texte dit même qu'ils s'imposent à tous les États et les États sont tenus de les exécuter. D'accord, les arrêts sont définitifs, mais si on découvre après que vous ayez prononcé, si on découvre après des faits nouveaux qui étaient méconnus au moment du prononcé... Oui, ça, ce n'est pas un pourvoi en cassation ni un appel, on appelle ça une révision. On engage la procédure de révision contre l'arrêt de la Cour. À ce moment, l'affaire revient et la Cour examine les faits nouveaux. Si ces faits-là auraient pu influer sur la décision, à ce moment, on rectifie et on va dans ce sens. Si tu trouves que l'autre partie avait caché des documents ou des faits qui, s'ils avaient été connus, la Cour aurait statué autrement, c'est en ce moment-là qu'on fait droit à la requête et puis on révise. Pourquoi on ne parle de procédure de révision? On révise la décision. Il y a aussi, peut-être qu'il faut le dire, une décision est rendue et puis la partie qui a gagné ou celle qui a perdu s'est rendue compte qu'il y a une erreur dans la décision. Ça peut être une erreur matérielle de nom, ça peut être de chiffres. Donc, elle peut revenir en rectification. De chiffres, c'est-à-dire si, par exemple, il a été décidé qu'on doit payer à quelqu'un 100 000 francs et que ça a été noté 10 000 francs, ou il peut revenir. Absolument. Donc, ça, c'est la rectification. C'est les deux
procédures qu'on peut exercer contre les décisions de la Cour. Sinon, il n'y a pas moyen de faire appel, il n'y a pas moyen de faire pourvoi en cassation. La Cour statue en premier et dernier ressort. Ces décisions sont définitives, exécutoires, s'imposent aux États qui se sont engagés à les respecter et à les exécuter. Et chaque État doit désigner en interne l'autorité chargée de l'exécution des décisions de la Cour. Merci. Merci, M. Diaby. Monsieur Ouattara, merci beaucoup. Monsieur Gueribert Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Je rappelle que vous êtes en tournée de sensibilisation dans la sous-région et votre équipe est à Abidjan depuis le 14 février pour nous instruire sur les compétences et les activités de la Cour de justice. Merci encore d'être venu. C'est la fin de ce journal. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci.